Bonjour à tous. Je vais vous donner un petit vidéo qui va vous aider pour faire la conception de votre projet d'élévateur de moto ou encore même plus tard pour faire d'autres types de projets. Les trucs que vous allez avoir dans ce petit vidéo-là vont pouvoir vous servir dans plein d'autres situations aussi en mécanique en général. Alors, je vous montre un exemple de projet qui a été réalisé par les années passées. Première chose que je veux regarder avec vous, c'est concernant les assemblages que vous allez importer dans d'autres assemblages. Ça, c'est vraiment important. Dans le fond, la première chose qu'on a besoin de savoir là-dedans, c'est que lorsqu'on importe un assemblage, que ce soit bon pour les roulettes ou le vérin hydraulique, etc., les assemblages qu'on importe sont complètement figés, je dirais. OK? Donc, même si dans l'assemblage du vérin hydraulique, vous avez du déplacement qui est possible. Quand vous l'importez dans votre assemblage principal, il va devenir rigide. OK? Donc, pour débloquer votre assemblage, là, je vais le faire avec un assemblage de roulettes, là, parce que mon vérin dans ce projet-là, il n'était pas assemblé dans un seul bloc, il était comme des pièces séparées. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre élément qui est, dans mon cas ici, c'était la roulette. Et là, vous allez voir que dans les fonctions qui apparaissent ici, j'en ai une qui s'appelle rendre le sous-assemblage. Oups, je l'ai perdu. On recommence ça. Rendre le sous-assemblage flexible. Ok, c'est comme un espèce de petit podium avec podium jaune avec un cube bleu à côté. Ce que ça nous dit, c'est que l'option permet de renommer. Non, ça ne pourra pas. Donc, c'est comme je vous dis, là, donc si je clique là-dessus, les pièces vont devenir mobiles les unes par rapport aux autres. Donc, vous l'essayerez avec votre vérin hydraulique, c'est sûr que ça va fonctionner. OK. Donc là, je vais repasser dans l'ordre là, plusieurs problèmes que les gens ont habituellement avec le système du jack de moto. Euh, donc, première question qu'on me pose souvent, c'est à la base du vérin, on n'a rien pour se boulonner. Puis souvent, il y en a qui sont portés à venir souder le vérin sur la plaque de base. C'est pas nécessairement une bonne idée parce que le vérin, vous autres, vous l'avez pas vu, là, mais c'est un vérin qui est en fonte. OK, donc la base est en fonte qui est un matériel qui ne soude pas vraiment, là, donc on ne peut pas souder ça sur la base. De toute façon, une composante hydraulique, tu ne veux pas souder ça parce qu'il y a de l'huile là-dedans, là. Donc, si tu chauffes, la température va monter puis ça va créer des problèmes, c'est sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer des trous, comme vous voyez ici, d'un côté puis de l'autre. Donc, si j'ai deux trous ici, on voit que j'ai l'espace pour percer deux trous dans ma base de vérin. Donc ça, c'est suffisant pour être capable de le fixer en place. Il ne cherchera pas à s'en aller. De toute façon, toute la charge va créer là, une force qui va le retenir en place. Ensuite de ça, l'autre problème qu'on voit souvent, c'est que les gens vont chercher à affaiblir beaucoup la base. Puis, vous ne faites pas exprès, dans le fond, c'est que lorsqu'on vient descendre le vérin en position fermée, on veut que la barre en H ici, viennent, dans le fond, qu'elles ne viennent pas toucher à notre structure. OK? Donc, on n'a pas le choix de faire un dégagement dans la structure ici, donc un dégagement dans la tôlerie. Tout ce que je veux vous dire avec ça, c'est faites attention pour ne pas trop en enlever. Parce que si vous me faites vraiment un gros trou ici, puis que ça va vraiment jusqu'au bas, eh bien, ça va causer un problème éventuellement parce que ça vient affaiblir beaucoup la tôle. OK? Donc, ça va chercher à fléchir de ce côté-là. On ne fait pas les calculs de résistance des matériaux pour le projet, mais je vous demande de faire attention à certains petits détails comme ça. Ensuite, comment on va faire pour assembler les différentes composantes dans notre système? Fait que ça, c'est vraiment la question aussi qui revient le plus souvent. Moi, je vous dirais que pour faire des pivots qui vont faire des rotations qui ne sont pas des rotations continues. Donc là, c'est vraiment des rotations up and down comme ça. On va faire un quart de tour à toutes les 3 heures dans le gros max. Euh, à chaque fois qu'on monte puis qu'on descend la moto. Donc, ce n'est pas un gros mouvement continu de rotation. Si vous n'avez pas un mouvement continu, vous n'avez pas besoin de bushing en bronze, vous n'avez pas besoin de roulement à billes. OK? Juste contact fer sur fer. On met un peu de graisse, puis ça fonctionne bien comme ça. Maintenant, pour les joints de rotation, comme vous voyez ici, la chose que vous ne devez pas utiliser absolument pas, c'est des vis. OK? Si on met un boulon qui vient faire l'assemblage ici, quand vous allez serrer votre écrou de l'autre côté, ben, c'est sûr que là, la plaque, elle va se fermer ici. Le U va se fermer parce que c'est quand même flexible. Et puis, ça ne pourra plus tourner si c'est en contact.
OK? Puis si vous ne mettez pas une force de serrage sur un boulon, ben, il se dévisse automatiquement. OK? À ce moment-là, il faut prendre d'autres moyens, comme par exemple des écrous en nylon qui vont empêcher que ça se dévisse, mais éventuellement, ça finit par se dévisser aussi. Ce n'est pas un très bon moyen d'assemblage. Fait que là, la meilleure solution que moi je vous conseille pour l'assemblage des différents joints de rotation, c'est des goupilles. OK? Puis quel type de goupille qu'on va utiliser? Ben, on appelle ça des clévis. OK? C'est tout simplement une goupille. Puis là, je la vois ici, je peux vous l'ouvrir. Donc là, ma goupille, c'est une goupille tout à fait standard, dans le fond. Vous pouvez la télécharger chez McMaster. On appelle ça une clévis, C-L-E-V-I-S. Si vous êtes chanceux, elle va avoir les bons diamètres, les bonnes longueurs, tant mieux, ça fonctionne bien. Euh, et le modèle que vous avez présentement à l'écran, c'est un modèle qui prend un circlip, okay, à l'autre extrémité, un snap ring en bon français, ou un C-clip, donc plusieurs façons d'appeler ça. Donc, on va venir bloquer en position, finalement, l'extrémité de notre goupille. Puis à l'autre extrémité, j'ai une tête qui va être un peu plus grosse, là, donc qui va empêcher le mouvement dans ce sens-là. Maintenant, si vous ne trouvez pas la bonne longueur dans McMaster, c'est souvent ça le problème, c'est qu'on n'a pas les goupilles qui arrivent exactement à la bonne longueur, sont soit trop longues ou trop courtes. C'est pas un problème de les usiner. OK? Vous pouvez usiner les goupilles. De toute façon, je ne vous demande pas de faire les dessins de détail de ces pièces-là. Ça ne cause pas un gros problème pour nous autres. Éventuellement, dans d'autres projets plus tard, dans d'autres cours, vous aurez à faire les dessins de détails précis de toutes les pièces qui sont fabriquées. Donc, on essaye de faire le moins de pièces fabriquées possible, parce que ça nous donne de l'ouvrage de plus. Mais pour ce projet-là, ce n'est pas dramatique. Si vous usinez les pièces, moi, je vous conseille de faire 2 grooves de snap ring, une à chaque extrémité, plutôt que de mettre une tête comme ça va prendre moins d'usinage. Ça va être moins compliqué pour l'usinage, ça va prendre moins de matière. Plutôt que d'usiner toute la longueur de la goupille, on y fait juste 2 grooves comme ça, une à chaque extrémité, puis on met des snap rings à chaque bout. OK, je retourne à mon assemblage. Donc, pas de vis pour faire l'assemblage. On met des snap rings sur des goupilles, puis ça fait le travail. Vous en voyez un ici. Vous pourriez aussi mettre ce qu'on appelle des cutter pins. Donc, la cutter pin à l'extrémité, donc c'est une goupille qui vient s'insérer à l'intérieur. Souvent une goupille qui est faite un peu comme un S, là, ou comme on appelle ça une goupille bêta en français. Là, donc c'est une espèce de hairpin là, qui vient rentrer par-dessus. Ça aussi, ça peut être acceptable, mais il faut rajouter une rondelle. Parce que la hairpin, ici, quand vous allez faire fonctionner votre système, elle va tourner, puis elle va venir graffiner la surface. Okay, donc, c'est important de mettre des rondelles si vous mettez des goupilles de type cutter. Ça s'écrit C-O-T-T-E-R pour aller voir chez McMaster. Vous allez en trouver. OK. Les shoulder screws. Donc, souvent, il y en a qui veulent mettre des shoulder screws ici, donc ce qu'on appelle des vis à épaulement. Une vis à épaulement, ça coûte à peu près 2 pièces et demie chaque vis. Et plus, là. Donc, c'est des vis qui sont assez dispendieuses parce que ça a un diamètre précis, qui est usiné très précis. Donc, c'est peut-être pas très intéressant non plus pour ce genre d'assemblage-là. Nous, on ne veut pas que ça revienne trop cher là, au niveau au niveau du jack. C'est vraiment les goupilles standards comme ça qui coûtent le moins cher. Faites attention dans votre design. OK. Autre point important. OK. Ici, là, moi, j'ai mis une grande goupille. J'ai mis 2 barres. OK. Puis les barres que j'ai mis chaque côté sont très rigides. Là. On voit que c'est de la grosse plaque épaisse, un quart de pouce à peu près. Là. Donc, essayez de mettre justement là, un assemblage ici qui va être assez massif. Là, ça, c'est pas le meilleur exemple. OK? Ce qui serait le meilleur exemple, je ne sais pas si je peux vous faire une capture d'écran juste pour vous montrer. Je vais essayer de dessiner par-dessus si je suis capable. Est-ce que ça fonctionne? Ça n'a pas l'air à vouloir. On se réessaye une deuxième fois, sinon on va prendre une autre stratégie. Non, ça ne fonctionne pas. Une autre stratégie. Bon, OK. La meilleure façon de faire pour designer le U, ça serait acceptable. C'est acceptable aussi si vous me faites une seule plaque comme ça. Donc, les deux, dans le fond, c'est comme la même barre, mais qui va être pliée comme ça, là, OK, pour faire une shape que je peux insérer la goupille au milieu. Donc ça pourrait être bon.
Je vais effacer ça. L'autre façon que vous pourriez faire, qui est encore mieux que ça, c'est d'utiliser un tube qui fait vraiment toute la longueur, comme ceci. Puis là, le tube, là, je l'ai dessiné un peu trop gros, là. Mais vous comprenez le principe, comme ça. Donc, ce serait un tube carré, ici. Puis ça, c'est très massif, dans le sens que c'est très rigide. Et ça ne fera pas de flexion. La flexion, c'est un gros problème qu'on a ici, parce que quand ça plie, ça vient forcer beaucoup sur les joints de rotation qu'on a de soudés ici de chaque côté, et ça crée beaucoup de contraintes. Dans les analyses qu'on a faites là, un peu plus tard dans les cours en troisième année, là, on travaille là-dessus. Donc, les analyses de structure qu'on a faites sur ce montage-là, on s'est rendu compte que le fait qu'il y avait beaucoup de flexion à ce niveau-là, ça créait des contraintes et des problèmes à ce niveau-là. OK, ça va. Maintenant, je retourne à mon modèle 3D. Donc, je vous avais parlé que l'alignement des pièces est important ici. Donc, regardez bien ce qui se passe quand je soulève ma charge, puis quand que je baisse ma charge. Regardez bien cette pièce-là ici. Je vais la mettre en bleu juste. Ah ben là, ça ne fonctionne pas. Donc, si je la mets comme ça en surbrillant, juste pour que vous voyez la barre en U, dans le fond, qui relie le H et le V1, quand je vais soulever ma charge, là, elle va rester quand même pas mal rectiligne avec le V1. Voyez-vous? Quand je lève, quand je descends, l'angle va changer un petit peu, mais pas beaucoup. OK? S'il y en a que quand vous partez le mouvement, la barre est déjà très loin, très inclinée par rapport à votre V1, c'est un problème. OK? Ça veut dire que vous n'avez pas un bon montage. Ça va chercher à forcer croche et la transmission de la force ne sera pas bien faite. OK? Ça va briser votre système plutôt que de transmettre de la force là où vous avez besoin. OK? Donc, je le refais encore une fois. Quand vous soulevez, vous voyez, ma barre en U reste quand même pas mal dans l'axe ici. Là. Donc ça serait notre objectif. Ensuite de ça, les supports de roulette. OK? Vous voyez ici, moi, j'ai fait une façon qui est possible, mais ce n'est pas la seule qui est bonne. J'ai pris la tôle du côté ici, j'ai fait une continuité dans le fond, et je suis venu renforcer ça par en dessous. Parce que juste la tôle ici, c'est trop mince. Avec le poids qu'on va mettre sur notre élévateur, c'est sûr que ça va plier, ce ne sera pas rigide. Fait que j'ai rajouté ce petit triangle-là ici. Ce qui serait une bonne idée aussi, ce serait de rajouter de l'autre côté aussi. Puis là, je ne l'ai pas montré, là, mais un triangle dans le fond ou une plaque qui viendrait relier les deux ensemble ici. Ça serait encore le best. OK? Ça serait encore mieux. Imaginez une tôle ici là, qui vient vraiment, qu'on soude au bout ici, là, tout ça ensemble, qui viendrait relier tout ça. Ce que vous avez vu dans le montage, dans les images que j'ai mises pour le projet, les constructeurs, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un tube. Si vous regardez, il y a comme un tube qui passe ici, bord en bord, un tube rond. Donc, vous irez voir les photos, là, ça va vous aider. OK, donc je vais arrêter ici pour l'instant. Et puis, je vais vous revenir avec d'autres trucs de conception peut-être un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, je vais vous laisser réfléchir à ça, laisser continuer là-dessus. Et puis, on se reparle bientôt pour le cours de démonstration.